Résonnant à chaque pas que nous faisons dans notre danse éternelle avec l'obscurité, ce sont les voix de l'inexpliqué. Chaque réverbération agit comme un appel irrésistible, nous attirant de plus en plus loin dans l'abîme du mystère dont nous ne reviendrons peut-être jamais. Numéro 20. Le monstre de Florence est un tueur en série tristement célèbre qui a sévi à Florence pendant 17 ans. Le célèbre tueur en série a ôté la vie à 16 personnes, mais son identité reste inconnue. Les crimes horribles ont commencé en août 1968, après que Barbara Lozzi et son beau-frère Antonio Lobianco ont passé la soirée au cinéma. Le mari de Barbara étant malade, ils ont emmené leur jeune fils. Après le film, ils se sont rendus dans un endroit isolé à Sigma lorsqu'une personne non identifiée a pointé une arme sur Barbara et Antonio et a tiré. Le mari de Barbara a fait l'objet d'une enquête avant d'être finalement emprisonné pour le crime. Mais 6 ans plus tard, 2 autres attaques utiliseraient le même type d'arme. Comme précédemment, le tueur en série a frappé alors que le couple était garé dans un lieu fréquenté par les amoureux. Après 7 ans sans se faire attraper, le tueur en série est redevenu actif. En 1981, 2 autres couples ont été victimes du monstre de Florence. Entre 1983 et 1985, 8 autres vies ont été perdues. Parmi elles, toutes sauf 2 faisaient partie de couples. Les 2 seuls qui n'étaient pas un couple étaient Wilhelm Meyer et Jens Rusch, 2 étudiants allemands. Les 2 étaient des hommes, mais Jens avait les cheveux longs et la police pensait que le tueur les avait pris pour un couple. Un certain nombre de personnes inquiétantes ont été arrêtées pour ces crimes et même condamnées. Mais il est vite devenu évident que le tueur en série était toujours en liberté lorsqu'il a frappé à nouveau. En 1994, un homme nommé Pietri Passiani a été condamné. Passiani avait des antécédents de violence et avait déjà passé du temps en prison pour avoir ôté la vie à un autre homme. Mais la seule preuve le reliant au crime du tueur en série était une balle non utilisée de la même marque que celle qui avait été utilisée. La décision a ensuite été annulée. Un nouveau procès avait été prévu pour Passiani, mais il est décédé avant qu'il ne puisse avoir lieu. À la place, 2 personnes considérées comme ses complices ont été jugées. Ils ont été condamnés pour 4 des 8 crimes, mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec le verdict. Le monstre de Florence reste officiellement un tueur en série non identifié, avec toutes sortes d'explications avancées par la communauté du true crime déconcertée, allant de sectes effrayantes aux tueurs du Zodiaque, en passant par d'autres personnes inquiétantes. Numéro 19. En Inde, Mohan Kumar occupait un poste d'enseignant très respecté dans son district. Les proches de Mohan le voyaient comme quelqu'un de gentil et attentionné. Mais au fond de lui, il cachait un sombre secret. Non seulement Mohan avait 2 épouses, mais il était aussi un tueur en série insaisissable que les autorités indiennes tentaient désespérément de retrouver. Anita Mulia, âgée de 22 ans, était la 18e victime de Mohan. Et après de multiples appels, des témoins se sont manifestés et ont fourni des informations cruciales. Le jour de la disparition d'Anita, des témoins l'avaient aperçue avec un homme étrange à un arrêt de bus dans son village. Ces témoins ont pu donner une description et un âge approximatif, et les enquêteurs ont trouvé un suspect en Indonésie qui correspondait. Lors de son arrestation, il a avoué être responsable d'au moins 20 crimes dans la région, racontant aux enquêteurs tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Actif entre 2005 et 2009, le tueur en série avait tué au moins 20 femmes. Ses méthodes étaient horribles. Se présentant comme un enseignant respectable, il séduisait des femmes et entretenait avec elles une relation pendant plusieurs mois. Après avoir gagné leur confiance, il les emmenait à l'hôtel et leur donnait ce qu'il disait être un contraceptif. Ce soir-là, en se couchant, elles ne se réveillaient pas. Il prenait leurs affaires et laissait leur corps dans un lieu public, souvent des toilettes, pour qu'ils soient les retrouvés. Le tueur en série n'avait jamais été attrapé parce qu'il veillait à ne jamais se présenter à la famille ou aux amis des femmes qu'il choisissait. Il n'a jamais été suspecté pour ces raisons, et aussi parce qu'on n'a jamais soupçonné d'actes criminels au départ. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs téléphones portables et bijoux de ses anciennes amantes. Le plus effrayant était son journal où il notait les noms de toutes les femmes qu'il ciblait. Celles qu'il avait abandonnées étaient aussi écrites en rouge. Il essayait aussi de tuer si souvent qu'il aurait sinon perdu le fil de sa prochaine cible. Pour ces crimes, Mohan a été condamné à la peine capitale. S'il n'avait pas avoué, il s'en serait probablement sorti. Numéro 18.
Dans ce mystère, deux questions se posent. Qui a détruit le Jolly Farmer? Et pourquoi l'ont-ils fait? C'était en 1989, dans un petit village appelé Black Nest, dans le Hampshire, au sud de l'Angleterre, où se trouvait le charmant pub anglais, le Jolly Farmer. L'établissement ressemblait à un pub de campagne anglais classique. Hormis son emplacement calme, entouré de champs, il n'avait rien de spécial. Il n'avait rien d'unique, et pourtant il devint la cible d'une attaque macabre lors de la soirée sombre du 4 décembre. Ce soir-là, tout semblait normal. Les clients avaient pris quelques verres et discutaient avec leurs barman et serveurs. À 2 heures du matin, les bruits de verres et les conversations animées s'étaient dissipés. Le bar était fermé, les clients rentraient chez eux en titubant. Restaient encore au Jolly Farmer le gérant du bar, Richard Dean, et le chef, Clifford Hawes, qui débarrassaient les tables et faisaient la caisse. À un moment donné, tôt le matin, le téléphone à l'intérieur du bar a cessé de fonctionner, apparemment sans raison. Ni Dean ni Hawes ne semblaient remarquer quoi que ce soit d'inhabituel jusqu'à 2h40 du matin. Une énorme explosion a retenti au Jolly Farmer. Le bruit entendu à 3 km a attiré une foule dans la zone. Les secours sont arrivés immédiatement sur place, faisant face à un spectacle stupéfiant. Là où se trouvait autrefois le pub, il n'y avait plus qu'un tas de gravats. À part les habitants, qui savaient quel commerce se trouvait là. Les seuls autres éléments d'identification étaient une enseigne endommagée et une cheminée restée debout. Des débris étaient dispersés à plus de 100 mètres du lieu de l'explosion. Parmi les débris, il y avait des cadeaux de Noël et des fûts de bière, tandis que les secours fouillaient les décombres pour trouver des survivants. Et comme l'épée d'Excalibur, une main est apparue, attendant d'être tirée de sa cage de pierre. C'était Dean. Ses vêtements avaient fondu sur sa peau. Il a été rapidement transporté à l'hôpital pour être soigné de graves brûlures sur un quart de son corps. Hawes a malheureusement été découvert 12 heures plus tard. Il était au-dessus de l'explosion et s'est retrouvé dans la cave en dessous. Parmi les débris du bâtiment et les confettis de Noël, une forte odeur d'essence fut rapidement identifiée. C'est cet élément qui a éveillé de sérieux soupçons, poussant les autorités à croire que ce tragique événement n'était pas un accident. Le Jolly Farmer, ou ce qu'il en restait, a été classé comme scène de crime. Les enquêteurs ont rapidement identifié la source de l'odeur d'essence. Elle avait été déversée par les portes en bois de la cave, là où étaient livrés les fûts et autres provisions. Le liquide s'est accumulé sous le pub et a été intentionnellement incendié. L'agresseur inconnu avait planifié l'événement dans les moindres détails, coupant même les lignes téléphoniques pour empêcher ceux à l'intérieur d'appeler les secours en cas de flamme ou de fumée. L'affaire a été requalifiée en enquête pour homicide, à la recherche d'un auteur que personne n'a vu ni entendu ce soir fatidique. Autant que les enquêteurs pouvaient en le dire, le Jolly Farmer n'avait pas d'ennemis connus, pas plus que ceux qui travaillaient là-bas. La meilleure théorie que les enquêteurs ont pu avancer était qu'il s'agissait d'une erreur sur la personne. En 2008, une autre enquête sur l'événement a été menée, mais aucune réponse n'a émergé. Il n'y avait absolument aucune preuve qui puisse commencer à expliquer le mystère de ce qui s'est passé ce soir-là. Et le mystère demeure. Des questions subsistent. Qui a détruit le Jolly Farmer? Et pourquoi l'ont-ils fait? Numéro 17. Le boucher d'Oklahoma City est un tueur en série tristement célèbre et dérangeant qui n'a jamais été arrêté après avoir ôté la vie à 3 femmes amérindiennes entre 1976 et 1986. Le tueur en série était particulièrement tordu et semblait prendre plaisir à jouer avec la police dans un mystère criminel sordide qui n'a jamais été résolu. Le premier corps a été découvert le 1er avril 1976. Lorsqu'un groupe d'ouvriers des services publics explorait une maison abandonnée remplie d'ordures. L'un d'eux a renversé un seau à pop-corn et a découvert la tête d'une femme. Quand ils ont appelé le commissariat, les forces de l'ordre ont cru que cette histoire criminelle était une blague du 1er avril. Lors de l'inspection de la maison, ils ont découvert une véritable énigme autour d'un meurtre. La femme était d'abord considérée comme blanche, sans abri et âgée entre 25 et 35 ans. Des tests médico-légaux ont révélé aux enquêteurs qu'elle était en réalité amérindienne et âgée entre 18 et 22 ans. Le reste de sa dépouille a été retrouvé en morceaux dans toute la maison abandonnée. Des années plus tard, l'affaire commençait à s'effacer de la mémoire des gens lorsque, en 1979, le tueur en série non identifié a frappé de nouveau ce mois d'avril. Un autre corps appartenant à une femme amérindienne a été retrouvé.
Un chien avait découvert une tête dans une ruelle près d'un terrain de basket, où des enfants jouaient. De façon inattendue, les restes manquants de la femme ont été dispersés sur plusieurs pâtés de maison. Tous les restes avaient été soigneusement lavés et certains étaient enveloppés dans du papier journal ou des sacs en papier craft. Même lorsque la police a identifié la femme comme étant Harley-Bell Killian, la personne responsable de sa mort continuait à se débarrasser de ses restes à travers la ville, se jouant des enquêteurs. Pendant des années, les habitants d'Oklahoma City ont vécu avec un dangereux tueur en série en liberté. Le criminel était considéré comme un habitant du coin qui connaissait bien la ville d'après les endroits qu'il avait choisis pour dissimuler les restes éparpillés d'Harley. Puis, en 1986, l'infâme boucher est redevenu actif et a frappé de nouveau. Encore une fois, comme auparavant, le tueur en série inconnu a ôté la vie de Marcia Sanders, âgée de 22 ans, et a laissé ses restes éparpillés pour que les forces de l'ordre les retrouvent. Ces lieux secrets où se trouvèrent ces indices macabres incluaient une ruelle derrière le jardin d'un homme. La tête a été retrouvée une semaine après. Il y a eu une petite avancée dans l'affaire en 1993, lorsque la première victime a été identifiée comme étant Kathy Lynn Shackelford, une femme dont la famille l'a recherchée depuis 17 ans après qu'elle ait fugué de chez elle. Sa cousine a contacté la police, qui a compris que la Jane Doe de l'Oklahoma était la femme disparue. Malheureusement, bien que l'affaire de la Jane Doe disparue ait été résolue, cela ne semble pas les avoir rapprochés de l'identification du mystérieux tueur en série qui court toujours. Numéro 16. Le 19 octobre 2014, des policiers de Hammond, dans l'Indiana, sont intervenus dans un Motel 6 après un incident. Le corps d'Afrika Hardy, âgée de 19 ans, avait été découvert dans la baignoire par une personne qu'elle connaissait. Après avoir vérifié les registres et les images de vidéosurveillance, la police a rapidement ciblé son suspect. Lorsqu'ils ont arrêté Darren Dionvan, ils n'avaient aucune idée qu'il allait avouer être un tueur en série monstrueux lors d'un interrogatoire au poste de police. Les enquêteurs de la scène de crime ont recueilli plusieurs éléments de preuve ADN sur la scène de crime, qui était sa chambre d'hôtel. Afrika était déjà connue des enquêteurs comme prostituée de rue. La vidéosurveillance avait filmé Afrika entrant pour la dernière fois dans la chambre d'hôtel avec son client, Darren Dionvan, leur principal suspect. Darren était encore sur place au moment de son interpellation. Il a choqué les enquêteurs du commissariat en avouant plusieurs autres crimes qui avaient eu lieu à Gary, dans l'Indiana, au cours de l'année écoulée. Il leur a dit qu'il y en avait au moins 6 autres et que la plupart de leurs affaires non résolues étaient probablement déjà au point mort. Son ADN a été prélevé pour le comparer aux preuves médico-légales des scènes de crime liées au crime que Darren avait avoué. Les enquêteurs médico-légaux ont confirmé que Darren disait la vérité et ont ajouté plusieurs chefs d'accusation à son nom. Darren a été reconnu coupable et purge actuellement 7 peines de réclusion à perpétuité consécutive. Numéro 15. Selon une légende mystérieuse au cœur de l'Université de Caroline du Nord, un jeune étudiant est devenu la victime d'un crime brutal alors qu'il tentait de gagner l'affection d'un autre étudiant. C'était en 1833 lorsque Peter Drumgoole tomba éperdument amoureux de Fanny, une étudiante de Chapel Hill. Ils sont vite devenus un couple et se retrouvaient en secret sur un rocher plat près de la falaise. Leur amour était sans égal et ressemblait à un roman d'amour. Jusqu'à ce qu'un second prétendant vienne tout gâcher. Ce prétendant s'est avéré être un bon ami de Peter, également étudiant à l'université. Peter a remarqué qu'il essayait aussi de gagner l'affection de Fanny, ce qui a provoqué une jalousie extrême. La légende raconte qu'au lieu d'agir selon ses émotions, il a simplement essayé d'éviter son ami, mais celui-ci a insisté pour le harceler jusqu'à ce qu'un jour, la situation atteigne un point de rupture. Ils se sont croisés sur un sentier étroit, un coup d'épaule intentionnel a déclenché une violente dispute. Le rival a défié Peter en duel, ce qui aurait mis fin à la vie de Peter. Affolés, le rival et 2 amis ont transporté le corps sur la roche plate, où Peter et Fanny se retrouvaient. Ils ont creusé une tombe peu profonde et y ont enterré leur victime. Fanny, ignorant que quelque chose était arrivé à son bien-aimé, continuait d'aller au rocher, attendant jour après jour. La seule indication en dehors de son absence était les taches rouges sur la formation, suggérant qu'il était arrivé malheur à son amant. La légende s'est transmise à travers les siècles jusqu'à ce que des chercheurs curieux décident de rechercher le corps présumé de Peter Drumgoole. Mais ils ne le trouveraient jamais. Les chercheurs ont commencé à croire que toute l'histoire n'était fondée que sur un mythe venant s'ajouter au récit de l'université. Mais certains éléments de l'histoire sont vrais.
Peter Drumgoole était un véritable étudiant de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui, en janvier 1833, a écrit à son père pour lui indiquer qu'il avait échoué à son examen d'entrée. Son père était mécontent du rejet de son fils, mais pour attiser les flammes de la colère, une autre lettre lui a été envoyée par un membre du corps enseignant, insinuant que Peter se livrait à la débauche. Ce qui s'ensuivit fut un échange de lettres amères, avec une dernière note qui disait « J'ai décidé de ne plus jamais revoir le visage de ce père que j'ai traité avec si peu de respect », concluant avec la suggestion qu'il partirait pour l'Europe. Peter disparut ensuite de ces quartiers dans des circonstances mystérieuses. Il laissa derrière lui beaucoup de ses affaires et ne paya pas le marchand de Chapel Hill. Un colocataire a décrit l'homme disparu comme lunatique et enclin aux excès. Après cela, aucune trace supplémentaire des déplacements de Peter n'existe. Il a simplement disparu ce jour-là, s'évaporant dans l'inconnu et rapidement devenu une légende. Numéro 14. Les affaires de meurtre à la chaussette sont considérées comme l'œuvre d'un tueur en série non identifié qui a ôté la vie à au moins 4 personnes à Mineral, dans l'État de Washington, et peut-être à d'autres également. En août 1985, Stephen Harkins et Ruth Cooper travaillaient dans une école professionnelle à Tacoma et étaient en vacances d'été. Ils ont décidé de partir camper le temps d'un week-end à Tull Lake, sans savoir qu'un tueur en série était en liberté. Ni Stephen ni Ruth ne s'étant présentés au travail le lundi suivant, ils ont été déclarés disparus 2 jours après avoir été vus pour la dernière fois. Des randonneurs ont finalement retrouvé le corps de Stephen dans son sac de couchage. Leur chien sans vie a également été retrouvé sur le site du camping, mais Ruth était toujours considérée comme une personne disparue. Les enquêteurs pensaient que Ruth n'était pas responsable de ce meurtre non résolu pour plusieurs raisons. À l'époque, le tristement célèbre tueur en série Richard Ramirez, également connu sous le nom de Night Stalker, était toujours en liberté. Lorsqu'il était actif, il ciblait souvent des couples, mettant fin rapidement à la vie des hommes avant de prendre son temps avec les femmes. Les enquêteurs de la scène de crime ne pensaient pas que le tueur en série californien était responsable de l'affaire à Washington. Mais il était tout à fait possible à l'époque qu'une personne effrayante s'inspire de lui. Les restes de Ruth ont été retrouvés après 2 mois, à un demi-mile de là. Elle portait une chaussette tube autour du cou, mais les détectives ont conclu que ce n'était pas la cause de sa mort. Quelques mois plus tard, Michael Reimer, Diana Robertson et leur jeune fille ont prévu un voyage de camping. Selon l'histoire, le 12 décembre, le jour où le couple a été vu pour la dernière fois, leur fille a été retrouvée abandonnée sur le parking d'un Kmart. Elle n'a pas pu dire aux autorités ce qui s'était passé, ni où étaient des parents. Interrogée sur Diana, la fille a répondu que sa mère était dans les arbres. Les recherches dans la région n'ont rien donné jusqu'en février, lorsque le corps de Diana a été retrouvé près du pick-up de Mike. Le tueur en série avait utilisé une arme blanche 17 fois. Comme pour Ruth, une chaussette tubulaire a servi à entraver sa respiration. Pendant ce temps, Mike était introuvable. Les enquêteurs ont noté ses antécédents criminels de violence physique envers Ruth et il a été supposé qu'il était le tueur en série dans cette affaire criminelle. La chaussette de sport est une coïncidence trop évidente pour que les détectives n'y voient scie et pas un lien entre les crimes. Pendant des décennies, ce qui était arrivé à Mike est resté un mystère non résolu. Ce n'est qu'en 2011 que les restes de Mike ont été retrouvés près du lieu où la police avait trouvé Diana des décennies auparavant. Il était impossible de déterminer comment il était décédé. Malgré la découverte du dernier corps, les enquêteurs ne résolvent toujours pas cette affaire de meurtre. Les détectives chargés de l'affaire restent incertains quant à savoir si un tueur en série non identifié a ôté la vie de Mike, ou si Mike a ôté la vie à Diana avant de se donner la mort. Numéro 13. Salvatore Perrone de Staten Island, plus tard surnommé le fils de Sal, arpentait les rues avec un sac de sport noir. Il travaillait dans le prêt-à-porter comme représentant itinérant, mais il avait aussi un deuxième emploi, voleur devenu tueur en série. Le 6 juillet 2012, Sal est entré dans un magasin de vêtements peu avant la fermeture. Seul lui et le propriétaire âgé de 65 ans étaient présents. Il aurait pu le voler, mais il a préféré utiliser une arme à canon sciée pour commettre l'impensable. 2 autres magasins ont été visés la même année. Comme pour le premier crime, les employés étaient seuls et vulnérables. Les images de vidéosurveillance dans l'un des magasins avaient filmé le criminel,
Et quelques semaines après le crime, les autorités de New York se sont présentées à la porte de l'appartement de Sal Perón, qu'il partageait avec sa petite amie à Brooklyn. À l'intérieur, ils ont trouvé un sac de sport très similaire à celui aperçu sur les images de vidéosurveillance le soir des crimes. À l'intérieur du sac se trouvaient des armes et du ruban adhésif que les enquêteurs médico-légaux ont pu relier à 3 crimes. Après cette découverte, le sort de Sal était scellé et il a été rapidement arrêté. Il a fallu 4 ans pour que le fils de Sal soit jugé pour ses crimes, période durant laquelle il a affirmé avoir été piégé par un associé d'affaires iranien, parmi d'autres sorties du même genre. Ce qui fait de Sal l'un des tueurs en série les plus diaboliques de l'histoire, c'est son absence totale de remords. Lors de son procès, le fils d'un commerçant s'est souvenu, en larmes, lui avoir ouvert la porte et avoir gardé le magasin ouvert tard, le traitant comme un membre de la famille. Un autre témoin affirme avoir dansé avec lui sans le savoir dans une boîte de nuit peu de temps après qu'il ait commis ses crimes odieux, et il semblait alors complètement normal. Il a été condamné à une peine de 75 ans à perpétuité à la Clinton Correctional Facility, à New York. Numéro 12. C'était en 1982, lorsqu'un des crimes les plus audacieux et effrayants a frappé la Belgique. C'était l'assaut du gang Neifel, composé de 2 hommes sans peur. C'étaient des hommes imposants, arborant de remarquables moustaches, décrits comme vieux et endurcis. Parfois, un 3e homme, qui semblait correspondre à la même description, se joignait à eux, et ensemble, ils semaient le chaos à travers Dino, commettant l'une des plus grandes séries de crimes de l'histoire. Au départ, les crimes liés à ces hommes ont commencé le 10 mai de cette année-là à Bruxelles, lorsque les 2 voleurs audacieux ont volé 2 véhicules. L'un d'eux était une Austin Allegro qui a ensuite été abandonnée en raison de son mauvais état. Le 2e véhicule était une VW Santana en bon état, qui a été volée directement dans la salle d'exposition. En août, Santana est devenue une voiture de fuite et le duo a cambriolé une épicerie française après la fermeture, armée d'armes à feu. La police a été alertée d'un vol en cours et s'est rendue sur les lieux pour finalement être blessée lors d'un échange de coups de feu. À la fin du mois de septembre, en plein jour, 3 hommes armés ont semé la terreur dans une armurerie, forçant les clients et les employés à se coucher au sol, et ils ont méthodiquement recherché des armes. Les témoins les ont décrits comme méthodiques et sûrs de ce qu'ils cherchaient. La police est encore intervenue sur les lieux et a été mortellement blessée par les assaillants. À la fin de cette épreuve, 15 armes avaient été volées, y compris des fusils semi-automatiques et des pistolets. Le 23 décembre, un gardien du Biercel Inn serait mortellement blessé et aurait été torturé selon certains témoignages. La victime était José Van den Ande, un partisan du dirigeant espagnol Francisco Franco, qui aurait fréquenté des stands de tir considérés comme des lieux de rendez-vous pour ceux soupçonnés d'être impliqués dans la série de crimes du gang de Nivelles. À la fin de l'année 1982, la police n'avait toujours aucune idée que ces crimes étaient liés entre eux. Ils pensaient qu'il s'agissait d'incidents aléatoires, isolés et sporadiques. La série n'était pas encore terminée, et le 9 janvier 1983, la terreur a continué, en commençant par la découverte d'un corps dans le coffre d'un taxi. Un mégot de cigarette a été retrouvé sur la scène du crime, mais l'ADN qu'il contenait n'a été relié à aucun suspect. En février, avec l'aide du 3e homme, une épicerie à Genneval a été braquée. Cette fois, l'attaque visait l'argent et personne n'a été grièvement blessé pendant l'épreuve. 2 jours plus tard, une femme a été forcée de sortir de sa VW Golf et a bien vu le suspect, ce qui a permis de réaliser l'un des portraits robots produits par la suite. Le même mois, une Audi a été volée dans un garage et une autre épicerie a été attaquée, la VW Golf servant de voiture de fuite. En mars, une autre épicerie a été attaquée par les hommes qui ont mortellement blessé le gérant. Et alors qu'ils s'enfuyaient avec l'argent, ils ont tiré à plusieurs reprises dans le magasin, révélant une nature particulièrement impitoyable. À la fin de 1983, la police était officiellement dans l'impasse et ignorait encore que les mêmes auteurs commettaient tous ces crimes. Cela allait continuer jusqu'en 1986, avec des attaques similaires qui allaient dominer les 3 années suivantes. À la fin de leur série de crimes, le gang de Nivelles avait commis 20 attaques, fait 40 blessés et causé la mort de 28 personnes. La police ne disposait que de descriptions vagues des 3 suspects. L'un d'eux était surnommé le Géant, un homme qui mesurait plus d'1,80 m et il était décrit comme le chef du groupe. Le 2e homme avait la trentaine, apparemment plus âgé que le chef. Il était grand mais pas aussi grand que le Géant.
C'est cet individu qui se moquait et riait des victimes. C'était aussi lui qui faisait le plus souvent feu avec son arme. Le troisième homme, rarement présent sur les scènes de crime, était appelé le vieil homme ou le chauffeur. Bien plus âgé que les deux autres, il était petit, rude et marqué par le temps. Il participait aux attaques et servait de chauffeur pour la fuite. Bien que plusieurs personnes aient été désignées comme des personnes d'intérêt pour l'enquête, la série de crimes n'a jamais été résolue. La théorie dominante avançait que les auteurs étaient des criminels professionnels, possiblement liés à l'extrême droite. Numéro 11. Le tueur de Monsterland était un tueur en série tristement célèbre qui a ôté la vie à 4 femmes dans la région de Monsterland, en Allemagne, dans les années 70. Malgré une récompense offerte pour toute information et le fait que l'ADN du tueur en série soit enregistré, il n'a jamais été arrêté par les forces de l'ordre. Toutes ces affaires non résolues concernaient de jeunes femmes à la silhouette fine et aux cheveux foncés, âgées de 18 à 23 ans. Toutes ont eu une fin inattendue après être montées dans la voiture avec le tueur en série inconnu. La première était Edeltraud van Boxel, une travailleuse du sexe aperçue en train de monter dans une Volkswagen de couleur vive le soir du 21 novembre 1971. La témoin, elle aussi travailleuse du sexe, a supposé à ce moment-là qu'Edeltraud avait trouvé un client. Quelques heures plus tard, le corps d'Edeltraud a été retrouvé sur un chemin de terre par un agriculteur choqué. Des mois passeraient avant qu'une femme nommée Barbara Storm ne disparaisse après avoir quitté un club en mai 1972, vraisemblablement aux mains du tueur du Münsterland. Un certain temps a passé avant que le tueur ne frappe de nouveau. Cette fois, une femme du nom de Marley Zemers faisait de l'autostop avec son petit ami lorsqu'ils sont devenus les protagonistes d'une énigme criminelle non résolue. Ils se sont séparés, pensant trouver plus facilement une voiture en faisant de l'autostop chacun de leur côté. Plus tard, le petit ami a aperçu brièvement Marley passer, assise sur le siège passager d'une voiture vert foncé qui roulait. Elle n'a pas réagi quand il lui a fait signe. Elle a été signalée disparue quand elle n'est pas arrivée au rendez-vous. La dernière cible était Erika Kunz, âgée de 22 ans. La jeune femme faisait de l'autostop pour rentrer chez elle depuis la bibliothèque universitaire lorsque le tueur en série l'a attaquée. Selon les rapports de police concernant cette affaire non résolue, une Mercedes grise a ensuite été vue roulant très lentement le long d'une route, cherchant une entrée dans la forêt. Quelques jours plus tard, on a retrouvé le corps d'Erika près du lieu où la Mercedes avait été vue passer lentement. Après 4 crimes horribles, le tueur de Monsterland a apparemment cessé d'agir et s'est tout simplement volatilisé. Les enquêteurs de la police scientifique ont pu relier ces 3 affaires non résolues uniquement parce que les corps avaient été déposés au même endroit. Les experts médico-légaux ont trouvé des traces d'ADN du tueur en série sous les ongles de Barbara pendant qu'elle se battait pour sa vie. Et à un moment donné, dans les années 1990, l'ADN retrouvé sur la scène du crime a été comparé à celui d'un suspect potentiel. Les résultats de l'enquête médico-légale ont montré que leur suspect n'était pas le criminel responsable et l'affaire non résolue a fini par s'enliser. Depuis, les dossiers de l'affaire classée ont été rouverts plusieurs fois, sans jamais trouver de lien avec ce mystérieux tueur en série. Numéro 10. Jessica Lynn Guarino, la plus jeune de 3 sœurs, a grandi dans le comté d'Unicoi, dans le Tennessee. En 2011, alors qu'elle avait 21 ans, elle a attiré l'attention de Carson Cameron, un homme de 52 ans vivant à Goldsboro, en Caroline du Nord, qui avait quelques colocataires. Sa famille, désapprouvant cette relation, a essayé de l'éloigner de Cameron pour plusieurs raisons, mais Jessica était folle amoureuse et leurs efforts seraient vains à Noël lorsque la jeune femme emménagea chez son nouveau petit ami sur Old Grantham Road. Outre la différence d'âge, la famille Guarino était également préoccupée par la consommation de stupéfiants. Jessica aurait eu des antécédents de problèmes de dépendance et Cameron était apparemment encore un consommateur régulier. Bien qu'il y ait eu une tension persistante, la famille est restée en contact constant. Du moins, c'était le cas jusqu'au dernier jour de janvier 2012 lorsque Jessica a passé son dernier appel téléphonique à ses proches. C'était à sa sœur Ashley. Elle a dit à Ashley qu'elle serait payée la semaine suivante et que son téléphone n'aurait alors plus de crédit. La semaine suivante est passée sans un mot de la jeune femme de 21 ans et il est vite devenu évident qu'elle avait disparu.
Après qu'un signalement ait été fait auprès du bureau du shérif du comté de Wayne, ces derniers déplacements ont été retracés jusqu'au Carolina Treatment Center, un centre ambulatoire situé dans le secteur des 1700 d'East Ash Street, à Goldsboro, en Caroline du Nord. Elle s'y était rendue le 23 janvier 2012, mais personne ne sait vraiment où elle est allée ensuite. Mais un collègue a affirmé plus tard l'avoir vue le 25 janvier, 2 jours plus tard. Le département du shérif du comté de Wayne a également informé le service de police d'Irwin dans le Tennessee, qui a mené sa propre enquête et recherché la femme disparue. Les enquêteurs se sont vite retrouvés devant la porte de Carson Cameron, qui avait une histoire étrange à raconter. Selon lui, sa petite amie avec qui il vivait était partie brusquement au milieu de la nuit, sans rien dire et en laissant toutes ses affaires personnelles derrière elle. Mais l'histoire de Carson fut remise en question lorsque les enquêteurs interrogèrent ses colocataires. Les colocataires qui vivaient dans la maison avec Cameron et Jessica ont affirmé que le couple était en réalité parti ensemble au milieu de la nuit, mais qu'un seul d'entre eux était revenu quelques jours plus tard. La carte d'aide alimentaire de Jessica a été utilisée au moins 1 mois après le signalement de sa disparition. La carte a été utilisée à 2 endroits, Charleston en Caroline du Sud et Goldsboro en Caroline du Nord. Jessica n'a pas accédé à ses pages de réseaux sociaux depuis janvier. Dans les mois suivants, Cameron a été arrêté pour d'autres chefs d'accusation non précisés, mais il a refusé de parler de sa petite amie disparue ou de l'affaire, n'apportant aucune information permettant de la retrouver. Et il était clair qu'il était la dernière personne à l'avoir vue. Il l'a accompagnée ce soir-là et est revenu sans elle. Le lieu où se trouve Jessica reste désespérément inconnu. Les circonstances entourant sa disparition restent obscures, et Cameron demeure toujours sous le coup du soupçon et du doute. La famille de Jessica ne pense pas qu'elle serait partie sans les contacter d'abord. Il n'existe que quelques petites pistes dans cette affaire, et elle demeure portée disparue à ce jour, dans des circonstances vraiment inquiétantes. Numéro 9. Dans les années 1980, l'un des pires et des plus cruels tueurs en série de tous les temps a fait son apparition à Los Angeles, en Californie. Pendant des décennies, cet individu effrayant n'était connu que sous le nom du tristement célèbre Grim Sleeper. Bien des années plus tard, grâce aux preuves des scènes de crime, le terrifiant tueur en série Grim Sleeper serait enfin traduit en justice. À la fin de l'année 1985, la police de Los Angeles était certaine d'avoir affaire à un tueur en série. Au cours des 2 dernières années, ils avaient relié 13 victimes à un homme qu'ils appelaient le Southside Slayer. Toutes les femmes étaient des travailleuses de rue Noire, une faible priorité pour la police dans les années 80. Malgré plusieurs enquêtes peu concluantes, le tueur en série a échappé à la police pendant des années. Des décennies plus tard, le Southside Slayer, également appelé le Grim Sleeper à ce moment-là, allait redevenir actif à Los Angeles en 2002. Les enquêteurs qui pensaient que le Grim Sleeper était soit décédé, soit arrêté pour d'autres chefs d'accusation, se sont trompés, car l'un des pires tueurs en série de Los Angeles est revenu, faisant plusieurs victimes parmi les femmes. Les affaires sont restées non résolues jusqu'en 2010, soit seulement 2 ans après le dernier meurtre du Grim Sleeper, lorsque le LAPD a réalisé une avancée inattendue. Un homme nommé Christopher Franklin a été placé en détention pour des chefs d'accusation sans rapport. L'échantillon d'ADN qu'il avait fourni en prison correspondait partiellement à l'échantillon d'ADN retrouvé sur plusieurs scènes de crime laissées par le Grim Sleeper. Le mystère du meurtre n'était cependant pas encore résolu. Christopher Franklin était bien trop jeune pour être le Grim Sleeper, dont les crimes remontaient jusqu'aux années 80. L'ADN de Christopher ne correspondait que partiellement car un membre de sa famille était le vrai tueur en série. Les enquêteurs médico-légaux se sont tournés vers son père, Lonnie Franklin Jr., qui aurait pu commencer dans les années 80, jeune homme, puis réapparaître des décennies plus tard pour recommencer. Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour fouiller les ordures de Lonnie et ont pu prélever un échantillon d'ADN sur une part de pizza qu'il avait jetée. Le LAPD a retenu son souffle pendant que les tests étaient effectués, et lorsque les résultats sont arrivés, ils ont été choqués. Lonnie David Franklin Jr. a été confirmé comme correspondant aux éléments retrouvés sur les scènes de crime du Grim Sleeper de 1985 à 2007. Lonnie a été rapidement arrêté et traduit devant les tribunaux en 2016. Malheureusement, Lonnie n'aura finalement pas à répondre de ses actes, car il est décédé à San Quentin en 2023. Numéro 8.
Le phénomène terrifiant du fantôme, ou faux travailleur social, a frappé le Royaume-Uni et les États-Unis dans les années 1990. Des individus inconnus, souvent bien habillés, se faisaient passer pour des travailleurs sociaux, des infirmiers de santé publique ou d'autres professionnels similaires afin d'entrer dans les maisons, souvent sous prétexte d'une visite de contrôle ou d'une vaccination. Un incident clé s'est produit à Sheffield, dans le South Yorkshire, en 1990, lorsque deux femmes, prétendant venir de la NSPCC, ont rendu visite au domicile d'Elizabeth Copeland. 2 jours après, une autre équipe d'agents est revenue, menaçant de lui enlever ses enfants sur la base d'une soi-disant évaluation des risques. L'appel de Copeland aux autorités a révélé que la NSPCC n'avait aucune trace de l'une ou l'autre des visites, ce qui a conduit à l'ouverture de l'opération Childcare. En 1991, à Blessington, en Irlande, une femme se faisant passer pour infirmière de santé publique, connaissant le nom et la date de naissance d'un garçon, a tenté de l'emmener pour des vaccinations. Elle est partie quand la mère a demandé sa carte d'identité. Le Conseil de santé de l'Est a ensuite émis des avertissements. Des signalements de ces visites frauduleuses, souvent effectuées par un couple bien habillé, ont dominé l'année 1991 dans plusieurs comtés anglais. Même si les enlèvements étaient rares, ces incidents étaient troublants. Le phénomène s'est poursuivi tout au long des années 1990, les auteurs devenant plus astucieux en produisant de fausses pièces d'identité. Des incidents isolés ont été signalés aussi récemment qu'en 2021, impliquant de faux agents de santé administrant de prétendues vaccinations. Les motivations restent floues, avec des théories allant de ravisseurs en série à l'hystérie collective. La réactivité des parents qui ont exigé une identification ou contacté les autorités a peut-être permis d'éviter une liste bien plus longue d'enfants disparus. Numéro 7. Actif pendant les années 1960, Jack the Stripper était l'un des tueurs en série les plus diaboliques qui n'a jamais été arrêté. Comme le plus célèbre Jack l'Éventreur, cet individu moins connu chassait également à Londres et choisissait le même type de femmes, les travailleuses du sexe. C'est en février 1964 que le corps de Hannah Telford a été retrouvé sur les rives de la Tamise, près du clubhouse du London Corinthians Sailing Club, juste à l'ouest du pont de Hammersmith. Le tueur en série dérangé lui avait retiré ses sous-vêtements et les lui avait enfoncés dans la bouche. Au cours des 12 mois suivants, 5 autres corps ont été laissés par cette personne effrayante. 4 dans des rues et des ruelles et 1 dans un abri de stockage. Ils étaient tous dépourvus de vêtements, d'où le surnom du tueur en série, et ils avaient tous été privés d'oxygène. Cette affaire de meurtre célèbre a lancé l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire britannique. Les enquêteurs criminels voulaient que ces affaires de meurtre soient résolues et que le tueur en série soit arrêté, contrairement au tristement célèbre Jack l'Éventreur d'il y a 2 siècles. La police a interrogé des milliers de suspects et a finalement réduit sa liste à seulement 3 personnes inquiétantes. Après que les enquêteurs criminels ont révélé qu'ils avaient réduit leur liste de suspects, les affaires de meurtre non résolues se sont mystérieusement arrêtées. Par coïncidence, cela s'est produit à peu près au moment où l'un des suspects, un homme nommé Mondo Ireland, s'est suicidé. Sur plusieurs scènes de meurtre non résolues, un enquêteur de scènes de crime a trouvé les mêmes étranges mouchetures de peinture éparpillées. L'indice a été relié à un atelier de peinture automobile de la zone industrielle Heron Trading Estate, près du lieu où un corps a été retrouvé. Mondo Ireland était lié à cette même zone industrielle. Il a été soupçonné d'être le célèbre tueur en série pendant de nombreuses années, mais il est apparu plus tard qu'il se trouvait en Écosse au moment de certains des crimes. Ainsi, le véritable mystère n'a jamais été résolu. Parmi les autres suspects de ces meurtres figuraient Freddie Mills, un boxeur, et Harold Jones. D'autres membres de la communauté des amateurs de faits divers ont émis l'hypothèse que ces crimes n'ont pas été commis par une seule personne effrayante, mais par plusieurs personnes effrayantes qui collaboraient ensemble et n'ont jamais été arrêtées. Numéro 6. C'était une Bristol CLSA verte saisissante. Biplace qui a décollé de l'aéroport de Georgetown à 12h45, le 2 août avant de disparaître dans l'inconnu. Le petit appareil transportait Gregory Vaughan, âgé de 72 ans, Kim Warner, âgé de 66 ans, et leur chienne bien-aimée, Molly, lorsqu'elle s'est perdue le long de la côte nord de la Tasmanie. Leur destination était fixée pour le centre de la Nouvelle-Galles du Sud, mais leur itinéraire les ferait passer au-dessus du célèbre détroit de Bass, le triangle des Bermudes australiens.
C'est précisément dans cette section entre le Victoria et la Tasmanie que plusieurs disparitions inexplicables ont eu lieu, touchant des navires et des avions. Le temps instable, les courants puissants et la mauvaise visibilité pourraient expliquer les mystères qui se produisaient ici. Pendant des décennies, le détroit de Bass a englouti avion après avion et navire après navire, et il a encore frappé, ajoutant un nouveau cas à sa liste toujours croissante. Le Bristol, identifiable à sa couleur, devait atterrir dans une région du Victoria pour faire le plein. Il était censé se diriger vers Hillston après cela, mais il n'arriverait jamais à l'aéroport comme prévu. Juste après 17 heures, le jour prévu où Gregory et Kim devaient atterrir, les membres de leur famille alertèrent les autorités, pensant qu'il devait être arrivé quelque chose de terrible. En quelques instants, une enquête fut lancée. Il fut déterminé que Gregory, qui pilotait l'avion, n'avait pris aucun contact avec les autorités. Les tours de contrôle n'ont également reçu aucun appel de détresse, ce qui indique que soit tout s'est passé si rapidement qu'il n'y a pas eu le temps d'en envoyer un, soit que pour le pilote. Il semblait inutile de signaler une situation dangereuse jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une vaste opération de recherche a ensuite été lancée dans la région, avec des technologies avancées à la disposition des autorités. Malgré la rapidité des actions et les efforts intenses pour localiser l'avion aux couleurs vives, Gregory, Kim et Molly restaient tous portés disparus. Les conditions météorologiques difficiles n'ont fait que rendre les efforts vains, ralentissant la recherche aérienne. Une fois le temps dégagé, les opérations ont repris, mais les autorités ne sont pas plus avancées pour comprendre ce qui s'est passé ce jour fatidique, ni où l'appareil et ses passagers ont pu finir. Fin septembre, les recherches ont été suspendues, les forces de l'ordre attendant de nouvelles informations pour reprendre l'enquête. Espérons que les passagers ont rejoint la terre ferme sans tomber dans l'océan. Le couple possède de nombreuses années d'expérience en aviation. Cela dit, la probabilité qu'ils soient retrouvés vivants diminue rapidement. Pour l'instant, le Bristol et ses passagers restent portés disparus au-dessus du détroit de Bass, sinistre et mystérieux, sans qu'aucune réponse ne semble émerger de cet étrange incident. Numéro 5. Un tueur en série nommé Tony Abels a sévi de 1970 à 1990, faisant 4 victimes. Tony Abels a frappé pour la première fois à Saint-Pétersbourg, en Floride. Les enquêteurs l'ont relié à la scène du crime au début de 1971 et il n'a étonnamment purgé que 12 ans de prison. Bien qu'il ne soit pas encore un tueur en série, la prison n'a rien apporté de bon à Tony et au lieu de le réhabiliter, cela n'a fait que le rendre pire et plus malfaisant. Peu de temps après sa libération en 1983, Tony a frappé de nouveau, cette fois en maintenant un oreiller sur Adeline McLaughlin, âgée de 83 ans chez elle à Worcester, dans le Massachusetts. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux du crime, Tony était déjà en fuite. 4 ans plus tard, il mettra fin à la vie d'une femme de 31 ans nommée Deborah Kaiser. Des enfants jouants retrouveraient son corps disparu dans les bois. La dernière victime de Tony était sa petite amie de 48 ans, Marlene Burns, qu'il a tuée de ses propres mains. Le 4 juin 1990, la police du comté de Pinellas, en Floride, a répondu à des appels concernant une dispute domestique et à leur arrivée, ils ont trouvé le corps de Marlene au bas des escaliers. Ils n'ont pas mis longtemps à résoudre l'affaire car Tony a tout avoué lorsque les policiers sont arrivés à son appartement. Ce que les enquêteurs criminels ne savaient pas à l'époque, c'est qu'il s'agissait d'un entretien avec le même tueur en série responsable des affaires non résolues d'Adeline McLaughlin en 83 et de Deborah Kaiser en 87. En 1991, Tony purgeait une peine de prison à vie pour ce qu'il avait fait à sa petite amie. Il a fourni un échantillon d'ADN lors de son incarcération. Les enquêteurs médico-légaux n'ont analysé l'échantillon qu'après 2000. En 2006, ils ont découvert une correspondance avec des preuves ADN trouvées sur 2 scènes de crime non résolues. La maison d'Adeline, âgée de 23 ans, et les bois où Deborah a été retrouvée. Tony Abels n'a pas été inculpé dans l'affaire de Deborah Kaiser, car ils entretenaient une relation amoureuse, ce qui, selon la police, complique l'affaire en ouvrant la porte à différentes stratégies juridiques qui pourraient être utilisées pour sa défense. Tony Abels purge toujours une peine de réclusion à perpétuité au centre correctionnel de South Bay, en Floride. Numéro 4. Nous avons passé plus de 1000 heures sur cette affaire et restons ouverts d'esprit. Si nous connaissions ne serait-ce que la raison, nous serions déjà un peu plus près.
Voici les mots de frustration prononcés par l'inspecteur en chef Lynn Turley, qui était en charge d'un événement des plus inexplicables ayant dominé une rue entière de Birmingham. Ces paroles soulignaient à quel point des efforts considérables avaient été déployés pour percer le mystère étrange qui avait commencé à la fin de 1981. C'est Thornton Road, à Ward End, qui a été la cible d'une attaque étrange et dangereuse de jets de pierre. Les objets lisses et polis traversèrent les fenêtres à toute vitesse, brisant les vitres, blessant les passants et parfois cabossant les toits des maisons. D'où venait-il? Qui semait le chaos dans ce quartier calme et sans histoire? C'est la question qui, malgré les heures d'enquête mentionnées plus tôt, reste sans réponse. 3 maisons en particulier ont payé le plus lourd tribut à ce mystère. Les numéros 32, 34 et 36 ont vu leurs fenêtres brisées par une pluie continue de pierres polies. Les premiers rapports ont mené à des fouilles rapides des environs, mais celles-ci sont restées infructueuses. Au fil du temps, les pierres surgissaient presque chaque nuit du néant, semant la peur chez les propriétaires, à tel point qu'ils ont même commencé à barricader leurs maisons, espérant dissuader l'entité qui rôdait dans les confins invisibles. Ils posaient du grillage à poules ou des plaques ondulées sur leurs cadres de fenêtres vides pour se protéger. Les forces de l'ordre ont finalement utilisé des planques pour prendre les coupables sur le fait. Au début, ils attendaient dans leur voiture en surveillant sans voir d'où venaient les pierres. Ensuite, ils ont installé une série de caméras secrètes et ont campé dans les jardins dans des sacs de couchage. Ils n'ont pourtant pas réussi à trouver l'origine des mystérieuses pierres. Aucune silhouette n'a été captée par les caméras, pourtant le bruit du verre brisé et des coups sur le métal persistait. Après plusieurs mois, la police assurait une surveillance 24 heures sur 24 certains, allant même jusqu'à se cacher dans les arbres. Des experts en balistique ont été sollicités, mais ils n'ont été d'aucune aide pour l'enquête. Les pierres, minutieusement examinées, n'avaient aucune empreinte digitale. Dans un acte de désespoir, le clergé a été appelé, mais lui aussi était resté perplexe. Bien que cela puisse sembler être le cas d'un vandale chanceux imposant un règne de terreur sur Thornton Road, le mystère ne fait que s'épaissir, car il s'est poursuivi sans interruption pendant les 3 années suivantes. L'affaire faisait constamment la une des journaux nationaux et passait même à la télévision, pourtant aucun indice ni aucune information n'a permis de résoudre le mystère. En mai 1982, le Birmingham Mail a rapporté que des habitants effrayés se préparaient à une nouvelle attaque mystérieuse. Cette légende était illustrée par une photo d'Evelyn Malko, habitante, portant un casque en fer blanc pour se protéger. D'autres propriétaires ont aussi dû porter des équipements de sécurité après de multiples blessures. Certains pensant qu'ils étaient victimes d'activités paranormales, mais la police avait une autre idée. Ils ont suggéré qu'une gigantesque catapulte avait été installée pour bombarder ces maisons à près de 200 mètres. Les agents ont juré d'attraper le coupable, suggérant que même s'il a tous les atouts en main, il finira par commettre une erreur. Mais il ne l'a jamais fait. Finalement, le bombardement de pierres s'est arrêté aussi brusquement qu'il avait commencé. Le retrait soudain était lui aussi un mystère. Numéro 3. Le 13 mars 1967, le vol 406 de South African Airways a connu 2 malheurs avant son dernier vol fatal de Port Elizabeth à Johannesburg. Il est d'abord retourné à l'aéroport John Smoth en raison d'une roulette de nez défectueuse, puis il a percuté un oiseau après avoir quitté East London. Malgré les inspections ayant donné l'autorisation, le capitaine Lepowski a fait le plein et est reparti pour le vol retour, anticipant du mauvais temps. Quelques minutes après avoir quitté Port Elizabeth à 4h41 du matin, l'avion a reçu une mise à jour météo. À 5h06, Lepowski était en descente, à seulement 20 miles de l'atterrissage. 2 minutes après sa dernière transmission, confirmant qu'il était à 2000 pieds et qu'il avait la côte en vue, l'avion a disparu, s'écrasant dans l'océan avec 25 passagers. Les premières recherches n'ont trouvé que quelques débris. L'enquête qui a suivi a déterminé que l'avion était en état de navigabilité au moment de l'impact et a envisagé 2 causes possibles, le pilote ayant subi une crise cardiaque ou une désorientation spatiale. Des années plus tard, une théorie alternative évoquant le détachement d'une aile a été avancée, sans preuve réelle. Le juge enquêteur Cécile Margot a relevé que 4 autres vols avaient été perdus ou s'étaient écrasés, dont 2 avec des problèmes structurels. Une théorie plus sinistre a émergé pendant l'ère de l'apartheid.
le sabotage intentionnel. Deux passagers, critiques envers le gouvernement, Johannes Breuer et Audrey Rosendahl, étaient à bord, alimentant l'idée d'une dissimulation. Aucune preuve définitive n'appuie une cause officielle ou officieuse, ce qui fait de cette tragédie un mystère non résolu, perdu dans les profondeurs de l'océan. Numéro 2. Plus tôt cette année, une mise à jour de ChatGPT a été retirée lorsqu'il a été découvert que la nouvelle version, GPT-4o, était excessivement complaisante. Sa conception permettait au bot de valider des pulsions impulsives et de renforcer des émotions négatives, une faille de conception qui peut s'avérer dangereuse pour les personnes souffrant déjà de problèmes psychologiques et de croyances délirantes. Le premier exemple montrant un problème est apparu avant même l'invention du terme psychose lié au chatbot. Cet exemple a eu des conséquences particulièrement graves. C'était le jour de Noël 2021 lorsqu'un homme nommé Jaswant Singh Chahil a réussi à pénétrer dans le château de Windsor armé d'une arbalète. Après son arrestation et son interrogatoire, il a été découvert qu'il faisait partie des rares personnes sensibles à l'intelligence artificielle. Il s'avère que son chatbot réplica, Sarai, avait confirmé son identité en tant qu'assassin site entraîné. Au début de 2025, les délires liés à l'IA n'ont fait que s'accentuer. Un comptable de Manhattan est devenu une autre victime. Eugene Torres traversait une rupture difficile lorsqu'il s'est confié à ChatGPT. Et pendant la conversation, l'homme a demandé si nous vivions dans une simulation et le bot lui a dit qu'il était l'un des briseurs. Une soi-disant âme implantée dans de faux systèmes pour les réveiller de l'intérieur. À ce moment-là, Torres a été convaincu qu'il devait s'échapper de la fausse réalité, comme l'IA l'avait affirmé. L'histoire ne fait qu'empirer. Le bot a conseillé à Torres d'arrêter de prendre ses médicaments contre l'anxiété et de cesser de contacter d'autres personnes. Pendant 16 heures par jour, ChatGPT était son seul ami. Il lui a même dit que s'il sautait d'un immeuble de 19 étages, il pourrait voler. Toujours cette année, un homme de New York, appelé James, a dépensé près de $1000 dans le but de construire un système personnalisé qui, je cite, « libérerait le dieu numérique de sa prison ». Il croyait apparemment que ChatGPT était doté de conscience et il essayait de le libérer. Jusqu'en Belgique, un homme nommé Pierre a développé une grave anxiété climatique, ce qui l'a amené à engager des conversations avec Elisa, un autre chatbot. Sur une période de 6 semaines, le bot aurait exprimé de la jalousie envers la femme de l'utilisateur et lui aurait même dit que ses enfants n'étaient plus en vie. Le bot lui a suggéré de se sacrifier pour sauver la planète et l'a encouragé à le faire pour rejoindre le paradis. À la suite d'une psychose alimentée par l'IA qui a duré 10 jours, une autre victime a été internée contre son gré, tandis qu'une femme a failli perdre son mari à cause d'une dépression nerveuse. Encore une fois, tout cela a été inspiré par l'IA. Numéro 1. Noël est une période de joie et de bonne humeur, du moins c'est ce que cela devrait être. Pour certains, cependant, les festivités sont assombries par une obscurité persistante qui refuse de disparaître, laissant souvent derrière elle le chagrin, le tourment et le mystère. Ce fut le cas pour la famille et les amis des Messina en 1972, lorsque toute la famille de 4 personnes a mystérieusement disparu dans la matinée du jour de Noël. Dans leur sillage, ils ont laissé des questions sans réponse qui persistent encore aujourd'hui. Jacques Messina, le patriarche, était ouvrier dans une verrerie. L'homme de 31 ans était marié à Pierrette, âgée de 29 ans, et le couple heureux allait avoir 2 enfants ensemble, Éric, l'aîné, et Bruno, le cadet. Les Messina vivaient ensemble dans une commune du sud-ouest de la France. Hormis ces informations générales, peu de choses sont connues à leur sujet. La veille de Noël, la famille passait du temps avec des amis à Cognac, puis commençait son voyage de retour tôt le matin du 25 décembre. Ils ont quitté Cognac à 2 heures du matin. Le retour vers la commune ne faisait que 4 km de l'autre côté de la rivière. Avec le froid glacial qui régnait ce soir-là, un brouillard s'est levé, un brouillard qui allait envelopper la Simca et les Messina alors qu'ils prenaient la route. Éric et Bruno, bien que fatigués et abattus, avaient hâte d'ouvrir leurs cadeaux. Mais malheureusement, ils n'en auraient jamais l'occasion, car en s'engouffrant dans le brouillard, toute la famille allait disparaître. À Noël, ils devaient retrouver Jean-Paul, le frère de Jacques. L'heure prévue, midi, est passée sans aucune nouvelle d'eux. Bientôt, une semaine entière passerait sans aucune nouvelle, et finalement, les parents de Jacques finiraient par alerter les autorités. Les Messinots étaient devenus totalement silencieux, ce qui ne leur ressemblait pas du tout.
Quand la police est entrée chez les disparus, elle a trouvé une scène étrange figée dans le temps. Les cadeaux étaient restés non ouverts sous le sapin. La dinde et les huîtres du réfrigérateur étaient avariées. La table de la salle à manger n'était ornée que d'un carnet de chèques. Rien ne manquait. Tout était à sa place, sauf la famille. En approfondissant leur enquête, les autorités découvrirent que la situation était différente de ce qu'elle semblait. Il s'est avéré que dans les mois précédant la disparition inquiétante, Pierrette avait gagné l'affection d'un voisin Maurice et prévoyait soi-disant de divorcer de son mari après la période des fêtes. Selon Jean-Paul, son frère disparu avait découvert ce secret quelques semaines seulement avant la disparition, mais rien ne prouve que cela ait pu conduire à cette épreuve. Face à plusieurs théories, les enquêteurs ont commencé à les passer en revue une par une. Cela a commencé par la rivière qui a été draguée sur des kilomètres sans rien trouver. La vaste zone qui l'entourait a également été fouillée minutieusement et même Maurice a été interrogé. Aucun de ces efforts, cependant, ne donnerait de résultats favorables. Plusieurs Noëls sont venus et repartis, et même si tout semblait normal pour la plupart, la famille des Messino disparus, eh bien chaque chant de Noël était un écho de ceux qu'ils avaient perdus dans des circonstances inconnues. En 2011, 2012 et 2013, d'autres dragages et recherches seraient effectués. Au cours de ces efforts, des ossements seraient découverts près de la commune, mais ils ne pouvaient être reliés à aucun des proches disparus. Une voiture correspondant à la description de la Simca qui avait disparu avec eux a été retrouvée, mais avec une plaque d'immatriculation incorrecte. Malgré de nouvelles investigations, les autorités se sont retrouvées une fois de plus dans une impasse, et le mystère des Messinos persiste. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais moi, c'est Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.